Renier, il y a 5 ans, mes parents exigent que je vende ma propriété pour couvrir la fraude de 160K € de ma sœur. J'ai refusé, alors ils ont saccagé chaque pièce. Ce qu'il ignorait, c'est que j'avais déjà remis les clés. Il existe un silence particulier que l'on ne trouve que dans une maison que l'on a achetée à la sueur de son front. Ce n'est pas un silence vide. C'est un silence lourd et protecteur. J'étais assise dans mon bureau à domicile, observant le soleil de l'après-midi frapper la surface de mon bureau en chêne. Je me souviens d'avoir restauré ce bureau moi-même, ponçant les bords rugueux jusqu'à avoir les mains à vif, le teignant d'un noyer profond et riche. C'était un peu comme ma vie, je suppose. J'ai dû poncer de nombreuses années difficiles pour arriver à ce moment lisse et poli. Je m'appelle Amélie. J'ai 33 ans et pour la première fois de ma vie, je suis en sécurité. Pas seulement physiquement en sécurité, mais émotionnellement en sécurité. J'ai pris une profonde inspiration, humant l'odeur de cire au citron et de vieux livres. Mon rythme cardiaque était stable. Cela peut sembler étrange à remarquer, mais il y a 5 ans, mon rythme cardiaque au repos était constamment supérieur à 100. Je me réveillais avec des crises de panique qui me donnaient l'impression qu'une ceinture se resserrait autour de ma poitrine. Maintenant, elles étaient rares. L'écran de mon ordinateur portable a sonné, signalant un appel vidéo entrant. Un sourire a effleuré mes lèvres avant même que je clique sur répondre. C'était Guillaume. « Salut, ma belle. » La voix de Guillaume a rempli la pièce. Il appelait depuis sa chambre d'hôtel à Lyon où il assistait à une conférence juridique. Même à travers l'écran pixelisé, il avait l'air solide. Guillaume était le genre d'homme qui vous donnait l'impression d'être sur un roc. « Salut à toi », dis-je en me penchant en arrière dans ma chaise. « Alors, comment ça va à Lyon ?»« Animé, froide et honnêtement ennuyeux sans toi », rit-il. « Je prenais juste de tes nouvelles. Tu avais l'air un peu tendu quand on s'est parlé ce matin. Tout va bien au sanctuaire ?» Il appelait ma maison le sanctuaire. Il savait ce que cela signifiait pour moi. Tout est parfait. J'ai menti. Juste un peu. J'avais ressenti une étrange sensation de pressentiment toute la journée, comme la chute de pression avant un orage. Je travaille juste sur les rapports trimestriels. Tu sais ce que c'est. Je sais. Écoute, Amélie, je suis fier de toi. Je sais que cette semaine, c'est l'anniversaire de Eh bien, tu sais. Tu t'en sors très bien. J'ai dégluti difficilement. Guillaume s'en souvenait. Cela faisait exactement 5 ans que je n'avais pas parlé à ma famille. 5 ans depuis la nuit qui a tout changé. Je vais bien, Guillaume. Vraiment. Ils ne peuvent plus me faire de mal. Nous avons parlé encore quelques minutes, faisant des projets pour son retour. Nous allions essayer ce nouveau restaurant italien en centre-ville. Des choses de couple normales, des choses saines. Quand nous avons raccroché, le silence est revenu dans la pièce, mais cette fois, il semblait un peu plus mince, un peu plus fragile. Je suis retourné à mon ordinateur portable de travail, essayant de me concentrer sur les feuilles de calcul. C'est alors que la notification a glissé en bas à droite de mon écran. Ce n'était pas un SMS. J'avais bloqué leur numéro il y a des années. C'était un email à mon adresse professionnelle. L'objet était marqué urgent en lettres rouges vives. Objet, papa a eu un AVC. S'il te plaît, viens. Mes doigts se sont figés au-dessus du clavier. Le monde a semblé basculer sur son axe. J'ai relu l'objet, espérant avoir mal lu. Papa, AVC. La logique me disait de le supprimer. La logique me disait que c'était un piège. Mais la biologie est une chose cruelle. L'adrénaline a inondé mon système instantanément. Mon estomac s'est noué, une vague de nausées montant si vite que j'ai dû couvrir ma bouche. Je me suis souvenu de mon père, Gauthier. Je me suis souvenu de lui m'apprenant à faire du vélo. Je me suis souvenu de son rire avant que tout ne tourne mal. S'il était en train de mourir et que je n'y allais pas, pourrais-je vivre avec cette culpabilité ? Je suis resté assise là pendant 10 minutes, ma respiration courte et saccadée. La ceinture se resserrait à nouveau autour de ma poitrine. La crise de panique était de retour. Je me suis levé, les jambes tremblantes. D'accord, ai-je chuchoté à la pièce vide. D'accord, vas-y, vérifie. Si c'est un mensonge, tu pars. Si c'est vrai,
tu dis au revoir. J'ai fait un sac en 10 minutes. Je n'ai pas préparé pour un long séjour. Juste une tenue de rechange et mes anxiolytiques. En fermant la porte d'entrée de mon sanctuaire, j'ai ressenti une peur primale profonde que j'étais en train de faire une terrible erreur. Je quittais ma forteresse pour retourner dans la zone de guerre. Le trajet pour retourner dans ma ville natale prend habituellement 3h30. Aujourd'hui, cela semblait être une éternité compressée en un seul moment suffocant. Je serrais le volant si fort que mes jointures sont devenues blanches, le cuir mordant ma peau. En quittant les limites de la ville, le paysage a commencé à changer. Les autoroutes ouvertes et les horizons modernes ont cédé la place à des banlieues plus anciennes et plus resserrées. Les arbres semblaient plus lourds ici. Les maisons avaient l'air de vous juger. Chaque kilomètre me rapprochant de la maison me donnait l'impression de remonter le temps, de me débarrasser de ma peau d'adulte et de redevenir la petite fille effrayée que j'étais. J'ai essayé d'écouter un podcast pour me distraire, mais les mots flottaient dans ma tête sans s'ancrer. Puis la station de radio a changé, jouant une vieille chanson de Noël, Douce nuit. Ce fut le déclencheur. Soudain, je n'étais plus dans ma voiture. J'avais 28 ans. C'était le réveillon de Noël il y a 5 ans. Le souvenir m'a frappé avec la force d'un coup physique. Je me souviens d'être debout dans le salon de mes parents. L'arbre était parfaitement illuminé, scintillant de décorations coûteuses. J'étais venu avec des cadeaux attentionnés et chers achetés avec la prime de ma première grande promotion. Puis la porte s'est ouverte et ma sœur Vanessa est entrée. Elle était avec son mari, Cédric. Ils n'avaient pas de cadeaux. Ils n'en avaient jamais, mais ils étaient arrivés dans une BMW neuve en leasing qu'ils avaient garée juste à côté de ma berline raisonnable. Vanessa était radieuse et avait l'air chère. Elle portait un manteau qui coûtait probablement plus cher que ma première voiture. Mais dès que le dîner a été servi, l'embuscade a commencé. Amélie, avait dit mon père, Gauthier, en s'essuyant la bouche avec une serviette en lin. Vanessa a une opportunité merveilleuse, une entreprise de coaching de vie de luxe. Elle a juste besoin de capitaux. Je me souviens du sentiment de naufrage dans mon ventre. Combien, avais-je demandé? 120 000 euros, avait dit Vanessa en picorant son roast-beef comme si de rien n'était. J'ai la vision, Amélie. J'ai juste besoin des fonds de départ. Et comme tu as ce compte d'épargne pour une maison, on s'est dit que tu pourrais attendre. Ils n'ont pas demandé. Ils s'attendaient. Papa, avais-je plaidé en le regardant. Ce sont les économies de toute ma vie. J'économise depuis l'université. Tu as un travail, Amélie, intervint ma mère, Déborah, sa voix douce comme du miel empoisonné. Vanessa a un rêve. La famille est de la famille. Quand j'ai dit non, quand j'ai finalement trouvé le courage de dire que je ne m'immolerais pas par le feu pour tenir Vanessa au chaud, l'explosion a été instantanée. Le visage de mon père a pris une teinte de violet que je n'oublierai jamais. Tu es égoïste, cracha-t-il. Tu te soucies plus de ton argent que de ta propre chair et de ton propre sang. Ma mère s'est levée, est allée au placard, a attrapé mon manteau et l'a jeté par la porte d'entrée dans la neige. Dehors, a-t-elle crié. Ne reviens pas tant que tu n'auras pas appris à partager. Tu n'es pas ma fille en ce moment. Je suis rentré chez moi ce soir-là en pleurant si fort que j'ai failli avoir un accident de voiture 3 fois. C'était la dernière fois que je les voyais. Un coup de klaxon d'un camion qui passait m'a ramené au présent. J'ai eu le souffle coupé, réalisant que j'avais dérivé sur l'autre voie. J'ai ramené la voiture, mon cœur martelant contre mes côtes. Concentre-toi, Amélie, me suis-je dit. Il a eu un AVC. C'est différent. C'est une question de vie ou de mort. Mais alors que je prenais la dernière sortie vers la rue des Érables, l'angoisse dans mon estomac n'était pas liée à la mort. C'était de les revoir. Je rentrais dans la fosse aux lions et je n'étais pas sûr d'avoir assez d'armure pour y survivre. Je me suis garé dans l'allée de la maison de mon enfance à 16 heures. La maison avait l'air exactement la même. La peinture s'écaillait légèrement près des gouttières. La pelouse était entretenue avec un soin obsessionnel et les rideaux étaient tirés. On aurait dit un mausolée. J'ai garé ma voiture et je suis resté assise un moment, juste en respirant. Je cherchais des signes d'une urgence médicale. Je m'attendais à voir une ambulance, peut-être une rampe installée pour un fauteuil roulant, ou simplement l'atmosphère générale de crise. Au lieu de cela, j'ai vu un Range Rover noir garé de travers dans l'allée,
bloquant une partie du garage. Il était tout neuf. Vanessa. Ma main a recommencé à trembler. Si papa avait eu un AVC, pourquoi le SUV de luxe de Vanessa était-il là, avec un air si permanent? Je suis sorti de la voiture. L'air sentait l'herbe coupée et l'essence. J'ai remonté le chemin de l'entrée, le même chemin d'où j'avais été chassé il y a 5 ans. Je n'ai pas frappé. J'avais encore ma vieille clé sur mon porte-clés, une erreur sentimentale que je n'avais jamais corrigée. J'ai glissé la clé dans la serrure. Elle a tourné. J'ai poussé la porte et suis entré dans le hall. Maman, papa, ai-je appelé, ma voix tremblante. Je suis entré dans le salon, me préparant à voir un lit d'hôpital. J'étais prête à voir mon père, frêle, incapable de parler, branché à des machines. Ce que j'ai vu a glacé le sang dans mes veines. Mon père, Gauthier, était assis dans son fauteuil en cuir préféré. Il tenait un verre de scotch. Il lisait un journal. Il avait l'air plus vieux. Oui. Ses cheveux étaient plus fins, son visage plus ridé, mais il était assis droit. Il buvait de l'alcool. Il allait bien. Ma mère, Déborah, était assise sur le canapé à côté de Vanessa. Vanessa a levé les yeux quand je suis entré, ses yeux se plissant. Cédric se tenait près de la fenêtre, l'air mal à l'aise. « Tu vas bien ?» ai-je murmuré, les mots coincés dans ma gorge. Gauthier m'a regardé par-dessus ses lunettes de lecture. Il n'a pas souri. Il n'avait pas l'air soulagé de me voir. Il avait l'air d'attendre quelque chose. « Bonjour, Amélie, dit-il. » Sa voix était forte. Claire. Pas d'hésitation. « Tu as dit qu'il avait eu un AVC, ai-je dit, ma voix s'élevant. Je me suis tourné vers ma mère. Tu m'as envoyé un email. Tu as dit urgent. Tu as dit AVC. Déborah s'est levée, lissant sa jupe. Elle a eu la décence d'avoir l'air légèrement embarrassée, mais cela a été rapidement remplacé par un air de défi. Nous avions besoin que tu sois là, Amélie. C'était le seul moyen pour que tu viennes. Vous avez menti à propos d'un AVC. J'ai senti la chaleur monter à mes joues. Un mélange de soulagement et de rage pure et sans mélange. Avez-vous la moindre idée de ce que ça m'a fait? J'ai failli sortir de la route en venant ici. C'est une urgence familiale, coupa Vanessa. Sa voix n'avait pas changé. Elle était toujours aussi tranchante, autoritaire et méprisante. Ça ressemble à la mort. Même chose. Je les ai regardés. Ils étaient tous en bonne santé. Ils étaient tous assis dans cette pièce sombre et étouffante, buvant et m'attendant comme une araignée attend une mouche. Je m'en vais, dis-je en tournant les talons. J'en ai fini. Ne me contactez plus jamais. Si tu franchis cette porte, dit Vanessa, sa voix baissant d'une octave, devenant mortellement sérieuse, je vais en prison. Je me suis arrêté. Ma main planait au-dessus de la poignée de porte. Et elle a continué, ce sera de ta faute. Je n'aurais pas dû me retourner. J'aurais dû continuer à marcher, monter dans ma voiture et retourner à mon sanctuaire. Mais la curiosité est une faiblesse, et le mot prison a un certain poids. Je me suis retourné lentement. Que as-tu dit? Vanessa s'est levée. Elle ne portait pas de manteau cette fois. Elle avait l'air fatiguée, son maquillage légèrement bavé. J'ai dit que j'allais en prison fédérale, Amélie. Sauf si tu arranges ça. Prison, ai-je répété le mot. Il avait un goût de cendre dans ma bouche. Assieds-toi, Amélie, ordonna mon père. Ce n'était pas une invitation. C'était le même ton qu'il utilisait quand j'étais adolescente et que je ratais le couvre-feu. Je ne me suis pas assise. Je suis restée debout près de la porte, gardant ma main sur le cadre comme une encre. Je reste debout. Dites-moi ce qui se passe ou je m'en vais. Vanessa a soupiré, un son dramatique hélas. Elle a ramassé un dossier en carton sur la table basse et l'a jeté vers moi. Il a glissé sur le parquet poli et s'est arrêté à mes pieds. Lis-le, dit-elle. J'ai hésité, puis je me suis penché et je l'ai ramassé. J'ai ouvert le dossier. À l'intérieur se trouvaient des relevés bancaires, des lettres d'avocat et ce qui ressemblait à des menaces de poursuites judiciaires. J'ai parcouru les documents. Mes yeux se sont écarquillés alors que je reconstituais l'histoire racontée par les chiffres.
Ce n'était pas seulement une entreprise qui avait échoué. C'était bien pire. Vanessa, dis-je en la regardant. Qu'est-ce que c'est que ça? Fraude électronique, détournement de fonds. C'est un malentendu, dit rapidement Vanessa en agitant la main d'un air dédaigneux. J'ai créé un club d'investissement pour mes amis. Nous mettions de l'argent en commun pour investir sur les marchés de crypto-monnaies à haut rendement. Elle a des amis très riches, ajouta fièrement ma mère, comme si cela importait. Et j'ai insisté et le marché a chuté, dit Vanessa. Je devais maintenir les apparences. Je devais payer les dividendes aux premiers investisseurs pour qu'ils ne paniquent pas. Alors, j'ai déplacé certaines choses. J'ai regardé à nouveau les documents. J'ai vu un virement de 40 000 € à un concessionnaire Mercedes. J'ai vu un autre virement pour une location de vacances de luxe à Tulum. Tu n'as pas déplacé des choses, dis-je, ma voix froide. Tu as volé le capital d'investissement pour acheter une voiture et partir en vacances. C'est un système de Ponzi, Vanessa. Tu gères un système de Ponzi. C'était un prêt, hurla Vanessa, son sang-froid se fissurant pour la première fois. J'allais le rembourser dès que le marché se redresserait. Mais ces gens, ils sont vicieux. Ils ont découvert. Ils me donnent 30 jours. 30 jours pour faire quoi? Pour rendre le capital, intervint Cédric depuis la fenêtre. Sa voix était basse, défaite. 160 000 €. Si nous ne le remboursons pas d'ici la fin du mois, ils vont voir la police judiciaire. Ils ont toutes les preuves. J'ai fermé le dossier. 160 000 €. C'était une somme d'argent stupéfiante. Elle risque de 5 à 10 ans de prison, Amélie, dit ma mère, les larmes montant enfin à ses yeux. Elle a une réputation. Elle ne peut pas aller en prison. C'est ta sœur. Alors, vous m'avez appelé ici pourquoi, ai-je demandé, bien que je sentisse déjà la réponse arriver comme un train de marchandises. Tu n'as pas l'argent. Papa n'a pas l'argent. Nous avons vérifié, dit mon père. Il se leva et se dirigea vers une petite table d'appoint, ramassant un autre morceau de papier. Nous avons vérifié les registres publics de ta maison en ville. Mon estomac s'est noué. Vous avez vérifié la valeur de ma propriété. Elle a pris beaucoup de valeur, dit mon père, sa voix dénuée d'émotion. Tu as environ 200 000 € de capital qui dorment là sans rien faire. Je l'ai regardé. La pièce semblait tourner. Ils ne m'avaient pas seulement attiré ici avec un mensonge sur un AVC. Ils avaient fait leur devoir. Ils avaient évalué ma vie. Vous voulez un prêt, ai-je demandé, tâtant le terrain. Pas un prêt, dit Vanessa. Elle s'approcha de moi, se tenant à quelques pas. Elle sentait le parfum cher et le désespoir. Nous avons besoin que tu vendes la maison. Vendre la maison, ai-je répété, le mot sonnant étranger et absurde. C'est le seul moyen d'obtenir l'argent assez vite, dit mon père, intervenant pour renforcer Vanessa. Tu la mets en vente, tu la vends à une de ces sociétés qui achètent cash. Tu rembourses la dette de Vanessa. Les 40 000 € restants, eh bien, c'est assez pour que tu loues un très bel appartement pendant un an pendant que tu te remets sur pied. J'ai regardé autour de moi. Ma mère hochait la tête d'un air encourageant, comme s'il me suggérait d'essayer une nouvelle coupe de cheveux, pas de liquider mon plus grand atout. Laissez-moi voir si j'ai bien compris, dis-je, ma voix tremblant de rage contenue. Vous voulez que je vende ma maison, la maison pour laquelle j'ai travaillé, la maison que je paie, pour couvrir l'argent que Vanessa a volé. Et ensuite, vous voulez que je vive dans un appartement en location. Ce n'est qu'une maison, Amélie, dit ma mère en s'avançant pour toucher mon bras. J'ai reculé. C'est des briques et du mortier. Vanessa est de chair et de sang. Sa liberté est en jeu. Elle a volé de l'argent, maman, ai-je crié. Elle a commis un crime. Pourquoi devrais-je perdre ma maison parce qu'elle voulait conduire un Range Rover qu'elle ne pouvait pas se permettre? Tu es célibataire, dit ma mère, son ton passant à ce tranchant critique familier. Tu vis dans cette maison de 3 chambres toute seule. Tu n'as pas besoin de tout cet espace. Vanessa a une famille à laquelle penser. Elle prévoit d'avoir des enfants bientôt. Elle ne peut pas faire ça depuis une cellule de prison. Je suis célibataire parce que j'ai passé ma vingtaine à construire une carrière au lieu d'escroquer mes amis, ai-je crié. Baisse d'un ton, aboya mon père. Nous t'avons mieux élevé que ça.
Vraiment, ai-je demandé, le regardant droit dans les yeux. Parce qu'il y a 5 ans, tu m'as mise dehors dans la neige parce que je ne voulais pas lui donner mes économies. Maintenant, vous voulez ma maison. Quelle est la prochaine étape? Mon rein. Tu as toujours été jalouse d'elle, ricana Vanessa. C'est de ça qu'il s'agit. Tu es contente que j'ai des problèmes. Tu veux me voir échouer pour te sentir supérieur avec ton travail ennuyeux et ta maison solitaire. Je ne veux pas te voir échouer, Vanessa, dis-je calmement. Je ne veux juste pas payer pour ton échec. J'ai regardé Cédric. Et toi? Tu es d'accord avec ça? Tu es d'accord pour demander à ta belle-sœur de devenir sans-abri pour nettoyer vos dégâts? Cédric a baissé les yeux sur ses chaussures. Nous n'avons pas le choix, Amélie. Les investisseurs, ils ne sont pas seulement en colère. Ils sont dangereux. Nous avons peur. Alors vous auriez dû y penser avant de commettre une fraude électronique, ai-je dit. Mon père a frappé sa main sur la coudoir de son fauteuil. Le son a résonné comme un coup de feu. Assez. Tu vas le faire, Amélie. La famille est de la famille. C'est la règle de cette maison. Je ne vis pas dans cette maison, dis-je, ma voix se durcissant en acier. Et Dieu merci pour ça. J'ai réalisé alors qu'ils croyaient vraiment avoir droit à mon succès. Dans leur esprit, mon compte en banque n'était qu'une extension du fonds familial, un réservoir de secours que Vanessa pouvait vider à chaque fois qu'elle faisait naufrager sa vie. Ils ne me voyaient pas comme une personne. Ils me voyaient comme une ressource. Non, dis-je. Le silence qui a suivi était lourd et dangereux. Que as-tu dit, murmura ma mère. J'ai dit non. Je ne vends pas ma maison. Je ne paie pas sa dette. Je ne vous donne pas un seul centime. Mon père se leva lentement. C'était un homme grand, et même dans la soixantaine, il savait comment utiliser sa taille pour intimider. Il s'approcha de moi, réduisant la distance jusqu'à ce qu'il me domine. Si elle va en prison, dit-il, sa voix basse et gutturale, tu es morte pour nous. Tu comprends? Tu n'auras plus de parents, plus de sœurs, plus de maison où revenir. J'ai levé les yeux vers lui. Il y a 5 ans, cela m'aurait brisé. Aujourd'hui, ça me fatiguait juste. Papa, dis-je, j'étais déjà morte pour vous depuis 5 ans. J'ai appris à vivre avec des fantômes. Je préfère ça. Je me suis tourné vers la porte. Ne la laissez pas partir, cria Vanessa. Cédric, arrête là. Cédric bougea instinctivement, se plaçant devant la porte. C'était un homme faible, mais il était désespéré. Amélie, s'il te plaît, parlons-en. Ne pars pas. Bouge, Cédric, dis-je en plongeant la main dans mon sac. On a juste besoin de temps pour t'expliquer. J'ai sorti mon téléphone et je l'ai levé. J'appelle le 17 tout de suite. Je vais leur dire que je suis retenu contre ma volonté par 3 personnes qui viennent d'avouer une fraude électronique fédérale. Tu veux que la police vienne ici, Cédric? Tu veux accélérer le calendrier? Les yeux de Cédric s'écarquillèrent. Il regarda Vanessa, puis de nouveau moi. Il s'écarta. J'ai ouvert la porte et l'air frais du soir m'a frappé le visage. C'était comme la liberté. Alors que je mettais le pied sur le porche, ma mère a couru jusqu'à l'embrasure de la porte. Elle ne ressemblait pas à une mère. Elle ressemblait à une furie. On sait où tu habites, Amélie, a-t-elle crié après moi. Sa voix a résonné dans la rue de banlieue calme. Tu ne peux pas cacher de l'argent à ta famille. On viendra te voir. Tu m'entends? Tu nous dois ça. Je n'ai pas regardé en arrière. J'ai pratiquement couru jusqu'à ma voiture, cherchant mes clés. Mes mains tremblaient tellement que je les ai laissées tomber une fois sur l'asphalte. Je les ai ramassées, j'ai déverrouillé la porte et je me suis jeté sur le siège du conducteur. J'ai verrouillé les portes instantanément. J'ai regardé dans le rétroviseur. Mon père se tenait sur le porche maintenant, son bras autour de ma mère, fixant ma voiture. Vanessa se tenait à la fenêtre, observant. Il ressemblait à un tableau d'une famille heureuse, déformé par un miroir de fête foraine. J'ai passé la marche arrière et j'ai démarré en trombe, sans me soucier du bruit. J'ai conduit. Je ne me suis pas arrêté avant d'être à 30 km de là, sur une aire de repos de l'autoroute. Je me suis garé et j'ai coupé le moteur. Puis je me suis enfin laissé aller.
J'ai sangloté, frappant le volant avec mes paumes. J'ai pleuré pour le père que je voulais mais que je n'ai jamais eu. J'ai pleuré pour la sœur qui m'aurait mangé vivante si elle avait pu. Après 10 minutes, je me suis essuyé le visage. J'ai pris une profonde inspiration. J'ai fait de la respiration carrée. Inspirer pendant 4 temps, tenir pendant 4, expirer pendant 4. J'ai pris mon téléphone et j'ai appelé Guillaume. Amélie. Il a répondu à la première sonnerie. Que s'est-il passé? Ton père va bien? Il va bien, dis-je, ma voix rauque. Il va bien. C'était un piège. Que veux-tu dire? Ils veulent ma maison, Guillaume. Vanessa a volé de l'argent et ils veulent que je vende ma maison pour l'empêcher d'aller en prison. Quoi? Guillaume semblait horrifié. Amélie, dis-moi que tu es en sécurité. Je rentre maintenant. Mais Guillaume, ils ont dit qu'ils savaient où j'habitais. Ils m'ont menacé. D'accord. La voix de Guillaume est passée en mode avocat. Écoute-moi. Rentre directement chez toi. Verrouille tout. Je prends le premier vol demain matin. Je ne te laisse pas seul avec ça. Ce sont des monstres, Guillaume, ai-je murmuré, regardant l'autoroute sombre devant moi. Ce sont de vrais monstres. Je sais, chérie, mais les monstres détestent la lumière, et nous allons braquer un projecteur sur eux. Rentre juste chez toi. J'ai raccroché et j'ai démarré la voiture. Je retournais à mon sanctuaire, mais pour la première fois, je me demandais si même mon sanctuaire était assez solide pour les tenir à l'écart. Si vous appréciez l'histoire jusqu'à présent et que vous voulez voir comment Amélie se défend, s'il vous plaît, cliquez sur le bouton j'aime, abonnez-vous à la chaîne et commentez ci-dessous avec la ville d'où vous regardez. Chaque commentaire aide cette vidéo à toucher plus de monde. Merci. Les 3 premiers jours après mon retour à la maison furent une masterclass en guerre psychologique. Je pensais que bloquer leur numéro sur mon téléphone suffirait. J'étais naïve. J'étais assise à mon bureau le mercredi matin, essayant de me réintégrer dans ma routine de travail, quand ma boîte de réception a explosé. Ça a commencé par une confirmation d'abonnement, puis une autre, puis 50. J'avais été inscrite à toutes les newsletters, toutes les listes de spam et tous les sites web douteux existants. Mon email professionnel était enseveli sous des milliers de messages indésirables. C'était une tactique puérile conçue pour paralyser ma communication. Puis sont venues les notifications Facebook. Je n'avais pas utilisé Facebook depuis des années, mais mon profil était toujours actif. Une amie de l'université m'a envoyé un texto, « Salut Amélie, tout va bien? Ta sœur publie des trucs de dingue. » Je me suis connecté, l'estomac noué. Vanessa avait publié un long statut décousu. Elle n'a pas nommé le crime, bien sûr. Elle a tissé un récit de tragédie. Je n'aurais jamais pensé que ma propre sœur me laisserait mourir, disait le message. Quand la famille est en crise, on voit les vraies couleurs des gens. Mes enfants, elles n'avaient pas d'enfants, mais elles laissaient entendre une future famille, ne connaîtront jamais leur tante Amélie. La cupidité est une maladie. S'il vous plaît, priez pour mes parents qui ont le cœur brisé par sa trahison. Il y avait des centaines de commentaires. Des parents que je n'avais pas vus depuis que j'avais 10 ans commentaient, honteux et comment a-t-elle pu? J'ai regardé l'écran, me sentant sale. Il réécrivait la réalité. Pour le monde, j'étais la méchante. Pour le monde, j'étais la sœur avide qui accumulait des richesses pendant qu'il souffrait. Puis sont venues les fleurs. À 14 heures, un livreur a frappé à ma porte. Il tenait une énorme couronne de lys, du genre que l'on envoie à un enterrement. « Amélie » a-t-il demandé. « Oui, livraison pour vous. » J'ai pris la carte. Elle disait « RIP à la fille que nous aimions autrefois ». J'ai claqué la porte et j'ai jeté la couronne directement dans la poubelle. Mes mains tremblaient à nouveau. Ce n'était pas seulement du harcèlement. C'était un message. Ils étaient dans ma tête. Ils voulaient que je me sente hanté. Mais le coup le plus dur est venu à 16 heures. Mon patron m'a convoqué à une réunion Zoom. Il avait l'air mal à l'aise. « Amélie » dit-il en se frottant la nuque. « Nous avons reçu un appel sur la ligne principale de l'entreprise aujourd'hui. Une femme prétendant être votre mère. » Je me suis figé. « Je suis vraiment désolé, Marc. » Qu'a-t-elle dit? Elle pleurait.
Elle a dit que vous abusiez de vos parents âgés. Elle a dit que vous leur aviez volé de l'argent et que vous les aviez abandonnés. Elle a menacé d'aller voir la presse si nous continuions à employer une voleuse. Mon visage brûlait d'humiliation. Il s'attaquait à mon gagne-pain. Il savait que si je perdais mon travail, je serais peut-être obligé de vendre la maison de toute façon. C'était stratégique. C'était vicieux. Marc, c'est un mensonge, dis-je, ma voix stable malgré le chaos en moi. Ma sœur fait face à des accusations fédérales pour fraude électronique. Ils essaient de m'extorquer pour payer ses frais de justice. Je peux vous fournir le numéro du rapport de police que j'ai déposé hier. Le visage de Marc s'adoucit. D'accord, je te crois, Amélie. Tu es notre meilleure analyste. Mais tu dois gérer ça. Les RH sont nerveuses. Je le ferai, ai-je promis. Je vais m'en occuper. J'ai fermé l'ordinateur portable et j'ai mis ma tête dans mes mains. Guillaume était dans la cuisine en train de préparer du thé. Il était arrivé par avion ce matin-là et ne m'avait pas quitté. Ils ne vont pas s'arrêter, n'est-ce pas, ai-je demandé. Guillaume a posé le thé. Non, les narcissiques ne s'arrêtent pas quand on les ignore. Ils escaladent. Ils voient ton silence comme un défi. Je ne peux pas vivre comme ça, Guillaume. J'ai l'impression d'avoir la chair de poule. Je regarde mon téléphone et je sursaute. Alors nous devons changer de champ de bataille, dit Guillaume. Le samedi matin est arrivé avec un ciel gris et couvert. J'étais dans la cuisine en train de verser du café quand Guillaume a dit « Ne panique pas, mais regarde par la fenêtre ». Je suis allé à la fenêtre du salon et j'ai regardé à travers les stores. Mon cœur s'est arrêté. Roulant lentement dans ma rue calme, il y avait le Range Rover noir. Ils étaient là. Comment, ai-je chuchoté. Je ne leur ai jamais donné mon adresse. Registre public, dit sombrement Guillaume. Où ils ont engagé un détective privé. Peu importe comment ils sont là. La voiture s'est arrêtée juste devant ma maison. La fenêtre s'est baissée. J'ai vu mon père, Gauthier, au volant. Il ne me regardait pas. Il montrait la maison du doigt. Il montrait le toit, puis l'aménagement paysager. Il l'évaluait. Il calculait combien d'argent il pourrait extraire de mes tuiles et de mon revêtement. Vanessa est sortie du côté passager. Elle portait des lunettes de soleil et tenait un gobelet de café. Elle se tenait sur le trottoir, techniquement une propriété publique, et fixait simplement ma porte d'entrée. J'appelle les flics, dis-je en attrapant mon téléphone. Fais-le, dit Guillaume. Mais reste à l'intérieur. J'ai composé le 17. J'ai des harceleurs devant chez moi. Ils me harcèlent. Pendant que j'étais au téléphone, Vanessa a fait quelque chose qui m'a fait bouillir le sang. Elle s'est approchée de mon parterre de fleurs, mes hortensias primées que j'avais entretenues pendant 2 ans, et a versé son café chaud directement dans les racines. Puis elle a jeté le gobelet sur ma pelouse. J'ai ouvert l'application de ma sonnette vidéo sur mon téléphone. J'ai appuyé sur le bouton du microphone. Dégage de ma propriété, Vanessa, ai-je crié à travers le haut-parleur numérique. Vanessa a regardé droit vers la caméra et a souri. C'était un sourire glaçant, sans vie. Belle maison, Amélie. Dommage si quelque chose lui arrivait. Puis elle s'est penchée, a ramassé une grosse pierre décorative de ma bordure de jardin et l'a soupesée dans sa main. Elle a regardé la fenêtre de mon salon. Ne le fais pas, a prévenu Guillaume derrière moi. Vanessa a de nouveau fixé la caméra. Espèce d'égoïste, c'est mon argent que tu caches. Elle a lancé la pierre. Elle n'a pas touché la fenêtre. Elle a délibérément visé le revêtement en bois en dessous. Boum. Un impact sourd et fort. Il a laissé une bosse, une cicatrice sur mon sanctuaire. La voiture de police a tourné au coin de la rue juste à ce moment-là. Vanessa a immédiatement abandonné son manège. Elle a levé les mains, l'air d'une touriste confuse. J'ai regardé par la fenêtre pendant que les agents leur parlaient. J'ai vu mon père gesticuler, souriant de son charmant sourire de vieil homme. J'ai vu Vanessa essuyer de fausses larmes. Après 5 minutes, l'agent s'est approché de ma porte. J'ai ouvert. Madame, dit l'agent, ils disent qu'ils sont vos parents. Ils disent qu'ils voulaient juste prendre de vos nouvelles parce que vous n'avez pas répondu à leurs appels. Ils me harcèlent, ai-je dit.
Elle a jeté une pierre sur ma maison. Elle a vandalisé mon jardin. J'ai vu la bosse. L'agent a soupiré. Écoutez, c'est un différend civil. Personne n'est blessé. Aucune fenêtre n'est cassée. Je leur ai dit de partir. S'ils reviennent, appelez-nous. Mais honnêtement, vous devriez probablement obtenir une injonction d'éloignement. Ils essaient de me forcer à vendre ma maison pour payer sa fraude, ai-je dit désespérément. L'agent avait l'air compatissant mais impuissant. Je ne peux pas les arrêter pour s'être tenus sur le trottoir, madame. Verrouillez simplement vos portes. Il est parti. Mes parents sont partis en voiture, mais en passant, mon père a klaxonné. Un coup de klaxon joyeux et moqueur. J'ai fermé la porte et je me suis laissé glisser au sol. Je tremblais. Ils savent que je suis là, ai-je murmuré. Ils savent que la police ne fera rien tant que je ne serai pas réellement blessé. Ils vont continuer à revenir. Ils vont casser une fenêtre la prochaine fois, ou empoisonner mon chien, ou mettre le feu au garage. Amélie, dit Guillaume en s'asseyant à côté de moi. Je ne peux pas vivre ici, dis-je, la prise de conscience me frappant comme un poids physique. Même si j'obtiens l'injonction d'éloignement, cet endroit est souillé. Ce n'est plus un sanctuaire. C'est une cible. J'ai regardé Guillaume. Je veux vendre. Tu es sûr? Oui, mais je ne vends pas pour leur donner l'argent. Je vends pour partir. Je veux liquider mon capital, déménager à Lyon avec toi et disparaître. Une fois la décision prise, la peur s'est évaporée, remplacée par une stratégie froide et dure. Je ne fuyais pas. Je prenais à revers. Je dois vendre vite, ai-je dit à Guillaume, avant qu'il ne revienne, avant qu'il ne fasse quelque chose qui fasse baisser la valeur de la propriété. J'ai appelé une amie agent immobilier, Sarah, qui était connue comme un requin sur le marché local. J'ai expliqué brièvement la situation, omettant le drame familial, disant simplement que j'avais un problème de sécurité et que j'avais besoin d'un acheteur comptant, avec une clôture rapide. Je me fiche du prix maximum, lui ai-je dit. Je me soucie de la vitesse. Je suis prête à accepter 5, peut-être 10% en dessous de la valeur du marché s'ils peuvent conclure en moins d'une semaine. J'ai peut-être quelqu'un, dit Sarah. C'est un investisseur, un monsieur plus âgé. Très sérieux. Il cherche une propriété exactement comme la vôtre dans ce quartier. Il paie comptant. Amenez-le, ai-je dit. 2 heures plus tard, Sarah est arrivée avec monsieur Leblanc. Quand monsieur Leblanc est entré, la pièce a semblé rétrécir. C'était un homme d'une 60aine d'années avec des cheveux gris acier et une posture qui semblait avoir été forgée dans le fer. Il ne marchait pas, il patrouillait. Il a regardé les moulures. Il a inspecté les sols. Il est allé dans le jardin et a regardé la clôture. Solide, grognatait-il. Bonne ossature. Monsieur Leblanc est un juge à la retraite, m'a chuchoté Sarah pendant qu'il inspectait la cuisine. Cour pénale. Il est intense. Mais son argent est bon. Un juge. Un juge de cour pénale à la retraite. Un lent sourire s'est dessiné sur mon visage. L'ironie était délicieuse. Monsieur Leblanc est revenu vers nous. Ça me plaît. C'est calme, sécurisé. Je l'achète pour moi. Je suis fatigué du bruit de la ville. Monsieur Leblanc, dis-je, décidant d'être totalement transparente. Je dois vous révéler quelque chose. Je vends rapidement parce que j'ai des membres de ma famille difficiles qui me harcèlent. Ils croient qu'ils ont droit à cette propriété. Monsieur Leblanc me regarda. Ses yeux étaient comme du silex. Vous harcèlent. Comment? Ils sont venus ce matin, ont jeté une pierre sur le revêtement. Ils veulent que je la vende pour payer leurs dettes. Ils ont menacé de revenir. Je m'attendais à ce qu'ils se retirent. Qui veut une maison avec un tel passif? Au lieu de cela, monsieur Leblanc a gloussé. C'était un son sec et rauque. Laissez-les venir. Il a sorti un chéquier de la poche de sa veste. J'ai siégé pendant 30 ans, jeune femme. J'ai envoyé des hommes dans le couloir de la mort. J'ai des membres de cartel qui m'envoient des cartes de Noël parce qu'ils me respectent. Si votre famille pense qu'elle peut m'intimider, je serai ravi du divertissement. Il a regardé la porte d'entrée. J'ai d'excellents systèmes de sécurité.
Et j'ai encore beaucoup d'amis au bureau du procureur. Donc le drame familial n'est pas un obstacle, ai-je demandé. Le drame est un bonus, dit-il. J'accepte le prix, content. Nous pouvons conclure vendredi si votre titre de propriété est en règle. Vendredi est parfait, ai-je dit. Nous nous sommes serrés la main. Sa poigne était écrasante. Une dernière chose, ai-je dit. Pouvons-nous garder la vente hors des annonces publiques sur les portails immobiliers jusqu'à la fin du week-end? Je ne veux pas qu'il sache que j'ai déménagé avant que je sois parti. Fait, dit Leblanc. L'enregistrement de l'acte prend de toute façon quelques jours pour apparaître en ligne. Pour tout le monde, cette maison est la vôtre jusqu'à lundi. J'ai regardé Guillaume. Il souriait. Nous tendions un piège. Involontairement, peut-être, mais un piège quand même. Mes parents pensaient qu'ils chassaient une fille effrayée. Ils n'avaient aucune idée qu'ils étaient sur le point de s'introduire dans l'antre d'un juge impitoyable. Les 4 jours suivants furent un tourbillon de cartons et de rubans adhésifs. Nous travaillions principalement la nuit, gardant les rideaux tirés pour que les voisins et les éventuels espions que mes parents auraient pu engager ne voient pas la maison se vider. Nous avons déplacé les meubles dans un conteneur en pleine nuit, l'expédiant directement à Lyon. Le vendredi matin, la maison était une chambre d'écho. Traverser les pièces vides était plus difficile que je ne l'avais prévu. J'ai touché le mur de mon bureau où j'avais reçu ce premier email. J'ai touché le comptoir de la cuisine où j'avais pleuré. Cette maison avait été ma coquille, mon armure. La quitter, c'était comme m'arracher la peau. Tu emportes la paix avec toi, dit Guillaume en m'enlaçant par derrière. La maison n'était que le contenant. C'est toi, le contenu. À 14 h le vendredi, nous avons rencontré le juge Leblanc chez le notaire. La paperasse était épaisse, mais le processus a été rapide. Le virement bancaire est arrivé sur mon compte 30 minutes plus tard. J'ai regardé le solde sur mon téléphone. Mon capital était maintenant liquide. Il était en sécurité. Il était à moi. Nous avons remis les clés. Les lumières intelligentes sont toujours réglées sur votre horaire, ai-je dit à Leblanc. Salon allumé à 18 h. Chambre allumée à 22 h. On dirait que c'est habité. Bien, dit Leblanc. Il n'emménageait pas complètement avant lundi. Il allait passer le week-end à déplacer quelques petits cartons et à installer son système de sécurité. Je serai là par intermittence ce week-end. S'il vous plaît, soyez prudent, ai-je dit. Ma sœur, elle est désespérée. Sa date limite pour rembourser l'argent de la fraude est lundi matin. Ce week-end est son point de désespoir. Leblanc tapota la poche de sa veste. J'ai vu le contour de quelque chose de lourd. Je détiens un port d'armes, mademoiselle Amélie, et dans ce pays, nous avons des lois sur la légitime défense. Si quelqu'un entre par effraction chez moi, j'ai le droit de me protéger. Un frisson m'a parcouru l'échine. Ne les tuez pas. Je n'utilise que la force nécessaire, dit-il. Mais je vous promets que s'ils mettent le pied dans cette maison, ils repartiront menottés. Nous nous sommes dit au revoir. Guillaume et moi sommes montés dans ma voiture. Nous avons quitté la ville, direction nord vers l'autoroute, vers Lyon, vers une nouvelle vie. Je n'ai pas regardé en arrière cette fois. Nous avons conduit pendant 2 heures avant de nous arrêter dans un hôtel pour la nuit. Nous étions officiellement sortis de la région. J'ai désactivé les services de localisation de mon téléphone, juste par paranoïa. Pendant ce temps, à la maison, mon ancienne maison, la scène était prête. Je sais ce qui s'est passé ensuite parce que j'ai reçu une copie de la vidéo de sécurité et du rapport de police plus tard. Je peux le visualiser parfaitement. C'était dimanche soir, 23 h. La maison était sombre, à l'exception de la lampe programmée dans la chambre principale à l'étage. De la rue, on aurait dit que j'étais à la maison, en train de dormir. Le Range Rover noir a remonté la rue, les phares éteints. Il s'est garé à 2 maisons de là. 3 silhouettes en sont sorties. Gauthier, portant des vêtements sombres qui ne cachaient pas sa corpulence. Vanessa, nerveuse et tenant un sac. Cédric, traînant derrière avec un pied de biche. Ils ne sont pas allés à la porte d'entrée cette fois. Ils ont fait le tour par l'arrière, à travers le jardin du voisin, sautant la clôture basse. Ils se sont tenus sur ma terrasse arrière. Vanessa a jeté un coup d'œil à travers la porte coulissante en verre.
La cuisine était vide. Elle est à l'étage, j'imagine Vanessa chuchoter. On doit la réveiller. On doit lui faire peur pour qu'elle signe le chèque. Il n'était pas seulement là pour parler. Vanessa a sorti une bombe de peinture rouge de son sac. Ils étaient là pour détruire. Leur logique était tordue, mais claire. Si nous ruinons la maison, elle ne pourra la vendre à personne d'autre. Elle sera coincée. Nous pourrons la forcer à prendre une deuxième hypothèque. Gauthier a fait un signe de tête à Cédric. Cédric a enfoncé le pied de biche dans le cadre de la porte coulissante. Crac. La vitre ne s'est pas brisée, mais le mécanisme de verrouillage a cédé. La porte a coulissé. Ils sont entrés. L'air était vicié, vide, mais ils étaient trop sous adrénaline pour remarquer l'absence de meubles. La caméra de sécurité de la cuisine les a filmés en train d'entrer. Ils se déplaçaient comme des cambrioleurs amateurs, bruyants et maladroits. Amélie, beugla Gauthier, sa voix résonnant sur les murs nus. Descends ici. Ils sont entrés dans le salon. Vanessa a vu que la pièce était vide. Pas de canapé. Pas de télé, juste les empreintes sur la moquette où il se trouvait autrefois. Où sont ses affaires, siffla Vanessa. A-t-elle déménagé? La panique s'est installée. Si j'avais déménagé, leurs moyens de pression avaient disparu. Vanessa a débouché la bombe de peinture. Dans un accès de rage, elle a pulvérisé une longue ligne rouge et déchiquetée sur le mur couleur crème. Elle a écrit « Avide » en lettres énormes et dégoulinantes. Elle se cache, dit Gauthier. Elle est à l'étage. J'ai vu la lumière. Ils ont monté les escaliers en tapant des pieds. Les marches en bois craquaient sous leur poids. Ils ont atteint le palier. Amélie, ouvre cette porte, cria Gauthier en frappant à la porte de la chambre principale. Il n'a pas attendu de réponse. Il a défoncé la porte d'un coup de pied. La pièce était éclairée par une seule lampe posée au sol. La pièce était complètement vide. Pas de lit, pas d'Amélie, juste un sac de couchage dans un coin. Et assis sur une chaise pliante face à la porte, se trouvait le juge Leblanc. Il portait une robe de chambre, mais pas une robe de juge, une robe de chambre en soie. Sur ses genoux reposait un fusil de chasse de calibre 12. Il ne le pointait pas encore sur eux, mais son doigt était près de la gâchette. « Bonsoir, » dit Leblanc. Sa voix était calme, profonde et terrifiante. Vanessa a crié. Cédric a laissé tomber le pied de biche avec un grand fracas. Gauthier s'est figé, son visage devenant pâle. « Qui êtes-vous » balbutia Gauthier. « Où est ma fille ?»« Votre fille ne vit plus ici, » dit Leblanc. « Je vis ici. Je m'appelle le juge Leblanc, et vous venez de vous introduire dans ma maison, armé d'un pied de biche, et avez vandalisé ma propriété. » Nous pensions, bégaya Vanessa. « Vous pensiez que vous terrorisiez une jeune femme, » dit Leblanc en se levant. Il arma le fusil. Clic-clac. Le son était sans équivoque. Au lieu de cela, vous avez commis un cambriolage qualifié, une violation de domicile et une destruction de biens. On s'en va, dit Gauthier en levant les mains. C'est une erreur. C'est une erreur, reconnut Leblanc. Mais vous ne partez pas. Dehors, la sirène des gyrophares a percé la nuit. Leblanc avait déclenché l'alarme silencieuse dès qu'il avait entendu le verre se briser en bas. La police est déjà sur la pelouse, dit Leblanc. Je vous suggère de vous mettre à genoux et de mettre les mains derrière la tête. Je détesterais tacher ces sols avec votre sang. Les images de la caméra du couloir montraient mes parents, mes fiers et arrogants parents, s'agenouillant lentement. Vanessa sanglotait. Cédric avait l'air sur le point de vomir. Ils étaient toujours à genoux lorsque le raid a sécurisé les escaliers. Je n'ai pas bien dormi cette nuit-là, me retournant dans mon lit d'hôtel. Je m'attendais à un appel, un texto, quelque chose, mais le silence s'est prolongé. Ce n'est que le lundi à 9h du matin que mon téléphone a sonné. Ce n'étaient pas mes parents. C'était un numéro que je ne reconnaissais pas, mais l'indicatif régional était celui de ma ville natale. « Allô, Amélie ?» ai-je répondu en mettant le téléphone sur haut-parleur pour que Guillaume puisse entendre. « Mademoiselle Amélie, c'est l'officier Miller. Je vous appelle concernant un incident à votre ancienne résidence de la rue des Érables. » Mon cœur s'est emballé. « Est-ce que tout le monde va bien? Est-ce que Monsieur Leblanc va bien?
Monsieur Leblanc va très bien, madame. Il est d'ailleurs au poste en train de faire sa déposition. Mais nous avons 3 individus en garde à vue. Gauthier, Déborah et Vanessa et bien, et Cédric. 4 individus. Que s'est-il passé, ai-je demandé, feignant d'ignorer les détails. Ils sont entrés par effraction hier soir vers 23 heures. Ils ont causé des dommages importants aux murs intérieurs. Monsieur Leblanc les a tenus en joue jusqu'à notre arrivée. J'ai regardé Guillaume. Il m'a serré la main. Sont-ils inculpés, ai-je demandé. Oh oui, dit l'officier Miller, et je pouvais entendre une pointe de satisfaction dans sa voix. Monsieur Leblanc est très motivé. Il porte plainte pour cambriolage au premier degré, vandalisme et violation de propriété. Comme ils avaient un pied de biche, le procureur envisage des circonstances aggravantes pour vol à main armée. Et Vanessa, ai-je demandé. Eh bien, c'est l'autre chose, dit Miller. Quand nous avons vérifié leurs identités, le nom de Vanessa est apparu sur une liste de recherche fédérale. Quelque chose à propos de fraude électronique. La police judiciaire a une demande d'extradition sur elle. Elle ne sortira pas sous caution. J'ai fermé les yeux et j'ai expiré un souffle que j'avais l'impression de retenir depuis 5 ans. Merci, officier. Une dernière chose, ajouta Miller. Votre père n'arrêtait pas de crier que c'était sa maison, qu'il avait le droit d'y être. Nous avons dû lui expliquer, acte de propriété en main, qu'il avait tort. L'expression sur son visage est bien, justice a été rendue, mademoiselle Amélie. J'ai raccroché. Je me suis assise sur le bord du lit et j'ai commencé à rire. Ce n'était pas un rire joyeux. C'était une libération. C'était le son d'un fardeau qui roulait enfin de mes épaules. Les retombées ont été nucléaires. Parce que la victime était un juge à la retraite éminent, les nouvelles locales ont repris l'histoire. Famille locale arrêtée dans une étrange invasion de domicile chez un juge à la retraite. Les gros titres étaient brutaux. L'accord de plaidoyer de Vanessa pour la fraude a été révoqué parce qu'elle avait commis un autre crime alors qu'elle était sous enquête. Elle a été condamnée à 5 ans de prison fédérale. Cédric a divorcé d'elle avant même le début du procès, prenant les actifs qu'il leur restait pour se sauver. Mes parents s'en sont un peu mieux sortis sur les accusations criminelles grâce à leur âge. Le juge Leblanc, dans un moment de clémence calculée, a offert un accord de plaidoyer. Il ne pousserait pas pour une peine de prison pour Gauthier et Déborah s'ils acceptaient une restitution complète des dommages, plus des dommages-intérêts punitifs pour son préjudice moral. Le total s'élevait à près de 80 000 euros. Pour payer Leblanc et leurs propres avocats, mes parents ont dû faire l'impensable. Ils ont dû vendre leur maison. La maison où j'ai grandi. La maison dont ils m'avaient interdit l'accès. Ils l'ont vendue à la sauvette, obtenant bien moins que sa valeur. Ils ont utilisé l'argent pour payer l'homme qui avait acheté ma maison. Ils ont fini par vivre dans un appartement de 2 chambres en location à la périphérie de la ville. C'était une ironie poétique et tragique. Ils avaient essayé de me forcer à louer pour sauver leur statut. Au lieu de cela, ils ont perdu leur statut pour payer leurs crimes. J'ai entendu par un cousin que ma mère passe ses journées à pleurer, racontant à quiconque veut bien l'écouter que je les ai piégés, que je leur ai tendu un guet-apens. Elle ne mentionne jamais la fraude. Elle ne mentionne jamais l'effraction. Dans son esprit, je suis toujours la méchante qui a volé leur maison. Mais je me fiche de sa version de l'histoire maintenant. 1 an plus tard, j'étais dans le jardin d'une nouvelle maison. Celle-ci était à Lyon, un beau pavillon en briques avec un jardin qui avait besoin de beaucoup d'amour. Guillaume a passé ses bras autour de ma taille. « Tu vas bien ? » ?»« Je suis parfaite, » ai-je dit. Et je le pensais. Nous nous étions mariés ce matin-là. Une petite cérémonie au tribunal suivie d'un déjeuner avec la famille de Guillaume. Ses parents étaient des gens gentils et accueillants qui me traitaient comme une fille, pas comme un investissement. J'ai regardé le foyer que nous avions construit. Dans ma main, je tenais une lettre. Elle était arrivée hier, transférée par mon ancien avocat. C'était de mon père. Je ne l'avais pas ouverte. Je savais ce qu'elle dirait. Culpabilité, blâme, peut-être une demande d'argent maintenant qu'ils étaient sans le sou. « Tu veux la lire ?» demanda Guillaume. « Non, dis-je. Je sais comment cette histoire se termine. » J'ai jeté l'enveloppe dans le feu. Nous avons regardé le papier se courber et noircir.
l'encre bleue de l'écriture de mon père a disparu dans les flammes. Je ne ressentais pas de haine. Je ne ressentais pas de colère. Je me sentais juste fini. Ce sanctuaire n'était pas un bâtiment. Je réalisais maintenant que le sanctuaire était la vie que je m'étais construite. C'étaient les limites que j'avais fixées. C'était le refus d'être une victime. J'ai regardé la dernière cendre s'élever dans le ciel de Lyon. Je dors profondément maintenant. Pas de crise de panique. Pas de ceinture qui se resserre autour de ma poitrine. Mais parfois, tard dans la nuit, quand le vent hurle, je me demande ce qu'il en serait de la chronologie alternative. Si j'avais ouvert la porte ce soir-là, si je les avais laissés entrer, m'auraient-ils saigné à blanc? Serais-je celle dans l'appartement en location, visitant ma sœur en prison, payant pour des crimes que je n'ai pas commis? Je pense que la réponse est oui. Et c'est pourquoi je ne regarde jamais, jamais en arrière. Ходит обычно с водой и так далее. Ну, сейчас вышло 400 рублей, потому что я не жил в квартире. А что, ворота не закрываются, что ли, блядь? Там собака стоит, блядь, как я пылесосить буду? Вон там собака стоит, блядь. Блядь, сука. На улице плюс 4. Блядь, сейчас я пойду уточню. Собака отошла. Сейчас пойду уточню, блядь, они дадут ворота закрыть или нет. Блядь, ебать, на улице плюс 2, блядь. Нахуй мне с открытыми воротами тут стоять? Закрывается нет вообще. Сейчас уточню. Есть кто вообще? Никого нету, походу. Вот так. Просто ворота-то они закрывались. Сейчас что-то ни хрена не закрываются. Блин, тут холодно, алло. У меня голова замерзла уже. Просто зря время проебал, блядь. Зря просто время проебал, ебаное. Время проебал. Нахуй я вообще стрим сегодня запустил, блядь. Вот нахуя я вообще стрим сегодня запустил. Понервничал, блядь. Мозг выебали. Мойку не сделал. Для чего я запустил стрим вообще? Лучше бы я отдыхал бы дома и все. Просто лучше отдыхал бы и все дома. Зря время проебал. Зря куда-то поехал. Красиво выглядишь, спасибо. За шавермой? Ну можно, да, в натуре шаурму уебать. Просто ну нахуя? Ну реально, вот люди заходят, только нервы ебут. Я вообще не понимаю. Для чего нервы ебут? Пацаны, если на то пошло, если кому-то не понравятся мои правила, мои условия и так далее, я досижу обратно багажник ебучий. Я не думал просто, что люди будут так прямолинейно относиться к словам. Вот как выживание, вот слово, блядь, значит выживание, блядь. Выживание, блядь, вообще даже генератора не должно быть, и телефона не должно быть, если вот так взять. Если вы так думаете, что такое выживание. Так они по поводу выживания говорят. Они говорят по поводу выживания, чтобы мы там добывали еду сами. Изначально они так говорили. И все делали там... Короче, хотят реально... Бля, я не знаю, как это объяснить просто.
Да, я хочу сделать то, чего нету на Твиче, но... Так нахуй мне рыбу добывать? Я не собираюсь рыбу добывать. Вон, посмотрите, Черноголовка. Черноголовка нормальное место. Там вокруг леса. Я знаю Черноголовку. Я был там давно, блядь, в 17-м, что ли, году. Довозил девчонку. Там только леса. Вот вам нормальный лес, Черноголовка.